L'actualité ce soir, c'est l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen qui a été validée par le Conseil d'État. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste des questions d'islamisme radical. Vous avez publié Insécurité intérieure aux éditions Éric Bonnier. C'est une forme de bonne surprise, entre guillemets, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait le sentiment qu'il y avait des dossiers qui étaient assez sérieux, assez bien documentés, et que la preuve, c'est que le tribunal administratif avait invalidé l'expulsion, et que pourtant, les juges administratifs mettaient d'abord la liberté individuelle au-dessus de tout, y compris face à certaines évidences quand les dossiers étaient lourds. Là, apparemment, la jurisprudence a changé. Alors, en lisant le compte-rendu du Conseil d'État, je me suis dit, c'est une avancée qualitative considérable. C'est une décision historique dans la lutte de la République contre l'islam politique. Pourquoi ? Parce que jusqu'à un passé récent, l'État ne savait pas lutter contre les islamistes, il savait lutter contre les terroristes, contre les prêcheurs qui faisaient de l'apologie du terrorisme. Mais ceux qui, de façon insidieuse, qui manient le double langage, distillaient ou déconstruisaient tout ce qu'il y avait de républicain dans l'esprit des citoyens, notamment des plus jeunes, eux, on ne savait pas faire avec. Et là, aujourd'hui, on a une décision qui montre que le Conseil d'État a enfin compris ce qu'était la taqiyya. C'est-à-dire que la taqiyya, c'est ce double discours, cette dissimulation, cette ruse qu'utilise les islamistes. On revient en un mot quand même sur le profil de cet imam et les arguments de la défense. C'est-à-dire qu'en fait, il a effectivement proféré des insultes antisémites, des déclarations extrêmement misogynes contre les homosexuels, mais il a dit, et ses avocats ont dit, il a changé. Il a fait d'autres déclarations beaucoup plus républicaines. C'est cela que vous appelez la taqiyya ? La taqiyya, c'est de constater que Hassan Iqiyoussen a édulcoré son discours à partir de 2015. Ça n'a échappé à personne. L'année 2015 a été particulière. D'abord, des attentats contre des journalistes, Charlie Hebdo, contre la communauté juive, l'hypercacher, contre des policiers, et ensuite contre l'ensemble de la communauté nationale. Donc évidemment, les prêcheurs islamistes devenaient beaucoup plus, je dirais, prudents quant à leur position publique. Et c'est là où il est intéressant de suivre un petit peu le profil et le parcours de gens comme Hassan Iqiyoussen. C'est qu'en réalité, ils édulcorent la forme, mais sur le fond, ils ne changent rien. Ils disent les choses différemment. Et quand on étudie, comme je le fais depuis très longtemps, le texte islamiste et le discours islamiste, on se rend compte qu'il ne dupe que ceux qui ne connaissent pas la réalité de l'islam politique. Or, pendant de longues années, le pouvoir politique, le monde médiatique, il faut le dire, les responsables, les élus, je parle de ceux qui sont de bonne foi, méconnaissaient totalement la réalité, la complexité du phénomène islamiste. Et ce qui me réjouit, parmi les choses qui me réjouissent, c'est qu'on a là une prise de conscience que l'islam politique, y compris dans sa version, je dirais, non belliqueuse ouvertement, est dangereux pour l'ordre public, parce que justement l'antisémitisme est inacceptable, parce que la misogynie est inacceptable, parce que l'homophobie est inacceptable, et qu'il ne faudrait pas faire entrer ces opinions détestables qui obéissent à une idéologie totalitaire comme des opinions acceptables du débat public. Parce que certains, j'ai entendu, des avocats ou des sympathisants de la mouvance islamiste, ou peut-être ceux qui sont les idiots utiles ou les alliés objectifs de l'islam politique, je pense notamment à certains à l'extrême gauche, considéraient que les propos détestables de M. Iqiyoussen intégraient une sorte de débat démocratique. Liberté d'opinion. Oui, mais c'est totalement faux. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits, faut-il le rappeler. La deuxième chose, c'est que la décision du Conseil d'État est une réponse cinglante in fine à tous les extrémismes. D'abord à l'extrême droite qui disait que l'État n'avait pas la possibilité de lutter contre l'islam politique et ils ont fait des propositions totalement farfelues, soit dit en passant. Une réponse à l'extrême gauche qui laisse croire que, en gros, la politique du gouvernement serait sans contre-pouvoir arbitraire et, je cite, hostile aux musulmans, ce qui est totalement faux puisqu'en première instance, le tribunal administratif probablement de bonne foi a donné raison en prenant en compte les libertés individuelles qui sont si chères à la plupart de nos magistrats. Il ne faut pas leur faire de mauvais procès aussi. Il faut prendre en considération qu'il y a une pédagogie à faire. Et enfin, une décision qui fera probablement jurisprudence sur la question des prêcheurs islamistes et qui vient rejoindre aussi une autre décision qui a été prise il n'y a pas longtemps sur la question du burkini. Donc on voit qu'il y a une évolution notable dans la société dans son ensemble, d'abord sous l'impulsion du gouvernement, il faut reconnaître ça à Gérald Darmanin et au président de la République, mais aussi de la part de l'administration, des préfets, de la part le préfet du Nord a fait un très grand travail
pour préparer ce dossier. Il y a aussi une prise de conscience dans les milieux, je dirais, médiatiques, où parfois, de façon évidemment de bonne foi, toujours pour sauvegarder les libertés individuelles qui sont chères à tout le monde, à tout démocrate, et j'en suis un. Mais je répète depuis des années, vous le savez, que les islamistes sont les ennemis de la démocratie, ils sont les ennemis des libertés individuelles et collectives. Et de ce point de vue, il faut lutter contre eux avec les armes de l'État de droit et de la République. Alors, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est aujourd'hui, l'imam Iqwisen, et qu'est-ce qui va être... le Maroc a délivré un laissez-passer consulaire, c'est-à-dire qu'il accepte l'expulsion. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Probablement. Maintenant, la décision est prise. Je pense qu'il y a une question de jours, de notification. Je ne connais pas toute la procédure. Je crois que la décision va lui être notifiée officiellement et qu'il aura le choix entre partir de son plein gré ou partir escorté de policiers comme tous les délinquants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres prêcheurs de ce type? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres imams ou prêcheurs ou personnalités proches des frères musulmans, un peu adeptes de Tariq Ramadan, qui continuent leur travail, entre guillemets, de sape des fondements de la République aujourd'hui, et que finalement, on ne distingue pas, on ne cible pas? Ou est-ce que dans votre analyse telle que vous l'avez faite et que vous la faites tous les jours, vous considérez qu'il y a encore beaucoup de personnages inquiétants? Je ne dirais pas beaucoup, parce que la plupart sont français, malheureusement. Et donc, de ce point de vue, inexpulsable. Moi, j'ai appelé de mes voeux depuis des années à la mise en place d'une doctrine anti-islamiste. Vous savez, la France, depuis les années 80, a construit une doctrine juridique et politique contre le terrorisme. Mais on a mis beaucoup de temps pour construire une vraie doctrine, puisée dans l'état de droit, dans les principes démocratiques, dans les valeurs de la République, contre l'islam politique. Identifiant d'abord que tous les démocrates et tous les républicains, de façon unanime, identifient l'islamisme comme un problème pour tout le monde. Quand l'islamisme tue, il ne tue pas des gens de droite ou de gauche ou des gens du centre. Il ne tue pas des non-musulmans, des juifs ou des musulmans. Il tue tout le monde. Et ça, les massacres, dans quelques jours, on aura le début du procès de Nice, de l'attentat de Nice, l'attentat du 13 novembre, tous les attentats que nous avons vécus depuis maintenant une dizaine d'années montrent qu'indistinctement, l'islam politique tue. Il tue, mais il vise aussi à fragiliser, et ce sont des attentats quotidiens contre les valeurs essentielles de ce pays. Et ça, de ce point de vue, là aussi, il est essentiel de protéger ces valeurs qui représentent le socle commun du projet de société de la République. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres... Est-ce que Gérald Darmanin, à votre connaissance, et vous-même, est-ce qu'il y a d'autres personnalités aujourd'hui qui sont dans le viseur et qui pourraient, alors non pas être expulsés s'ils sont français, bien sûr, mais en tout cas inquiétés pour ces opinions qui peuvent poser problème parce qu'elles démoralisent et elles influencent une partie de la jeunesse, une partie de nos concitoyens, et elles posent problème. Alors, vous savez, c'est un travail aussi qui est mené dans la discrétion. Quand on leur pose la question en tant que journaliste, au cabinet de Gérald Darmanin, ils sont assez discrets quand ils préparent des dossiers. Je sais qu'il y a évidemment des cas très précis qui sont étudiés, mais encore faut-il étudier la faisabilité juridique, parce que nous sommes dans un état de droit, et ensuite voir qu'est-ce qui peut être reproché précisément à des personnes qui sont effectivement dans un travail de sape, comme vous l'avez si bien dit, contre la République et ses valeurs. Il faut retenir que depuis le discours des Mureaux, il y a une promesse qui a été tenue. Il y a des associations qu'on pensait inamovibles, Baraka City, le CCIF pour les citer, qui ont été dissoutes. Conseil des ministres. Il y a eu des prêcheurs islamistes qui ont été expulsés. Il y a des mosquées extrémistes qui sont fermées. Ça, c'est un fait. Au-delà du débat et des polémiques politiques qu'on observe, nous, journalistes, parfois avec amusement, et les postures qui les accompagnent. Il est évident qu'il y a un travail, une dynamique qu'il faut accompagner. Moi, je suis de ceux, vous savez, qui critiquent les gouvernements quand ils n'agissent pas contre l'islamisme. Et quand ils agissent, comme c'est le cas aujourd'hui, contre l'islamisme, il faut le saluer, il faut le dire. Merci beaucoup, Mohamed Sifaoui, d'être venu sur notre plateau.